Aujourd'hui, je vais vous parler des divinités d'argile, Tsatsa. Alors j'imagine que ça va poser beaucoup d'interrogations parce que c'est très peu connu. Mais d'abord, je vais vous demander un petit peu de me dire quel niveau vous êtes en bouddhisme, dans la culture tibétaine, comme ça j'adapterai mes mots. Et vu qu'on n'est pas beaucoup, plutôt pratiquants, plutôt débutants, des débutants? Oui, débutants. Ok. Intéressés. Voilà, intéressés. Ok, bon bah c'est un très bon début. Alors moi je me présente, je m'appelle Nima Delma Sundari. Je suis issue... Bonjour. Bonjour. Je suis issue d'une lignée, donc il y a plusieurs lignées dans le bouddhisme. Nyingmapa, donc c'est le Vajra, c'est le petit véhicule. Et Bonpo, avec cette religion tibétaine qui était là avant le bouddhisme tibétain. Donc un mix d'une religion archaïque et d'une religion bouddhisme tibétain. Alors mon nom a été donné par des amis du Népal, un grand lama, maître de Tanka, donc Nima Delma pour le soleil, et Sundari parce que je m'appelle Julie en européen. Et un Sundari en népalais, en fait c'est joli, et donc par mon ami qui était plutôt businessman. En fait on a deux pendants. Et les deux, quand ils se rencontrent, l'autre, le grand businessman, devient le petit devant le maître lama. Donc ça c'était une petite anecdote du Népal qui est agréable. Et donc mon maître est un maître de famille, il n'est pas connu. C'est une tradition qui se transmet de maître à disciple, qui est secrète, à la base secrète, et qui se transmet vraiment que de maître à disciple. Et aujourd'hui j'ai l'autorisation de mon maître de le partager, parce que c'est une tradition qui se meurt et qui est plus connue. Aujourd'hui, elle est dans les monastères un peu américains, mais sous d'autres formes, moins traditionnelles, en utilisant des plâtres. Donc qu'est-ce que les Tsatsa? Alors les Tsatsa, je ne sais pas si vous avez beaucoup voyagé au Népal, au Tibet ou en Asie. Ce sont des petites figurines, des petites figurines d'argile que l'on moule, et ça donne une représentation du Bouddha et de l'énergie qu'on en souhaite. Et donc vous les trouvez sur les chemins, dans les petits temples. C'est vraiment très commun et très utilisé. Et ça doit vous faire penser à quelque chose de chez nous, les petites crèches qu'on a. Donc c'est vrai que l'inspiration y est, peut-être qu'elle s'est trouvée là, je ne sais pas, j'en ai pas la réponse en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que les Tsatsa ont des milliers d'années. Donc je vous montrerai une photo qui prouve bien cela. Donc celle-ci, c'est une Tsatsa qui a été trouvée par un ami archéologue dans l'ouest du Népal. Et en fait, elles permettent aux archéologues de voir l'expansion du bouddhisme, parce qu'elles sont des traceurs en fait, d'histoire. Et celle-ci date du XIIe siècle, du XIVe siècle. C'est à peu près ça. Alors la fabrication, c'est assez simple. On a des moules, enfin c'est simple. En théorie, c'est très simple. On a des moules traditionnels qui sont très difficiles à trouver. On en met de l'argile à l'intérieur et puis on démoule. Donc il faut du fer, de l'eau, les 5 éléments. Du fer, de l'eau, de la terre, du feu pour sécher et de l'air pour élever. Donc voici, donc ça c'est mes moules. Donc une belle quantité de moules. Il y a environ, il n'y a pas de nombre indéfini. Sur un stupa, il peut y avoir une centaine de moules différents pour une seule catégorie d'une seule école en fait. Donc il peut y avoir des milliers de moules différents avec des bouddhas spécifiques et qui prennent plusieurs aspects. Il peut y avoir donc un bouddha traditionnel, mais il peut y avoir aussi des éléments coniques qui s'appellent des stupas. Stupa qui veut dire réalisation d'offrande. Alors, l'utilité est multiple. Vous verrez, si vous avez l'occasion de voir mon blog, parce que là ça va être difficile de vous résumer ça en un quart d'heure, mais les réalisations sont multiples. La première des utilisations, c'est l'offrande. On ne fait pas forcément la Tsatsa pour soi, c'est pour l'offrir. Enfin, après, c'est pour accumuler des mérites, parce que pour alléger le karma, on fait des Tsatsa et on les offre.
Donc on fait des offrandes, on peut faire des offrandes lors de rituels de mariage, lors des rituels de santé. On fait des milliers de tzatzas, on peut le faire ensemble, en famille, en équipe, ça donne un entrain, c'est très agréable, ça fait des ateliers. Et après, on les offre à la nature pour les bienfaits de l'argile et la dispersion des énergies qu'on a mis dans la tzatza. Les Newars mettent du riz sur les tzatzas pour leur insuffler la vie. Et différentes ethnies mettent différentes choses selon les rituels. On peut avoir des petites pilules médicinales, on peut avoir des petits cailloux, on peut avoir des sariras, c'est les petits cristaux qui restent des maîtres. On peut avoir des cendres de maîtres quand ils meurent. Et on en fait un rituel d'offrande. Et certaines de ces offrandes peuvent être gardées pour la famille, pour le bien-être de la maison. Alors voilà, vous voyez une pierre où on a mis des tzatzas en offrande à la nature. Et ici, ce sont des shorten que l'on fait avec mon maître, donc les stupas, qui sont réalisés, donc toute tzatza faite individuellement. Après, on les peint, on les sèche, on les peint. On monte les stupas en étages. Donc les stupas, c'est réalisation d'offrande. C'est le condensé de l'esprit de Bouddha dans un monument. Et donc c'est un catalyseur d'énergie. Et on prend ces tsupas un peu comme le mandala et on l'offre à la nature. Donc il y a des mois de réalisation et après on l'offre à la nature. Il y a également donc des protections avec les amulettes et les tablettes. Donc dans les amulettes, les Tibétains, vous connaissez, ils ont des petits go. C'est des petites boîtes qu'ils ont un peu partout. Et dedans, ils mettent beaucoup de gris-gris, on va dire. Ils peuvent mettre des petites pierres, ils peuvent mettre des petites pierres sacrées qu'ils vont trouver dans un lieu sacré de leur pérégrination. Et ils mettent des tzatzas pour protéger durant les voyages parce que le climat est rude et que quand ils faisaient des longues pérégrinations, ils avaient toujours des tzatzas sur eux. Donc là, par exemple, elles sont en cuir. Donc ça, c'est les miennes, hein, c'est celles que j'ai faites. Et derrière, il y a un petit mantra. Moi, je mets le petit mantra de Chenrezig à l'intérieur. Ici, ce sont les tablettes de protection ou tablettes de méditation, puisqu'on les met à la maison pour catalyser l'énergie et avoir un bon rayonnement d'énergie à travers l'argile. Et on en fait aussi des supports de rituels. Donc par exemple, là, c'était le shorten que vous avez vu. Soit on peut le mettre en offrande, soit on peut l'ouvrir en 8 étapes. En 7 étapes. Et donc du coup, vous avez toutes les offrandes traditionnelles tibétaines qu'on ouvre. Donc il y a certains que vous avez vus au musée, je ne sais pas si vous êtes allé au musée, vous avez les soupas, et certains s'ouvrent en 8. Donc avec d'autres, avec les moulins à prière, vous connaissez les malas, les livres, et vous avez dû voir que les grands maîtres en ont sur les couronnes, souvent, il y a des petites tzatzas, des fois elles sont en métal, des tokshad, et des fois elles sont en argile. Sur les livres à prière, souvent elles protègent les prières, et on en fait aussi des objets d'hôtel, des petits hôtels portatifs. Et donc catalyseur d'énergie pour capter l'énergie positive sur un lieu. Et comme vous avez pu le voir dans des documentaires, vous connaissez les stupas qu'il y a un peu partout en Asie. Donc ces stupas sont des catalyseurs d'énergie. Par exemple, celui-ci donc de Soyang-Gunaj, donc ça c'était moi qui avais pris la photo en 2014, juste avant le tremblement de terre. Donc c'était je sens le savoir, c'était un stupa qui m'a tiré, et donc je l'ai pris en photo, et en fait il s'agit de celui-ci. Là c'est son embout, mais celui-ci c'est Tachigomond, et en fait c'est un stupa qui avait 1,5 tonne de tzatzas à l'intérieur. Et il n'a pas résisté. Et il n'a pas résisté, je vais vous montrer. Donc il a été érigé en 1876. 1,5 tonne de tzatzas, 100 différents. Et c'est une primeur que je vous annonce, puisque c'est des photos de l'UNESCO
qui va publier un papier dans quelques mois. Et ils m'ont donné l'autorisation, vu que c'est un ami, de vous le transmettre aujourd'hui. Donc le tata avant et le stupa avant et le stupa après. Et c'est vrai que c'était quasiment que de l'argile, un peu de chaux, et ça n'a pas tenu. C'était vraiment quelque chose. Donc ils ont fait des fouilles avec les moines qui étaient là, et donc ça c'était en 2015. Et on pouvait y trouver toutes ces tatas. Avec des belles petites tatas, mais elles sont restées intactes. Et donc ça c'est l'ethnie Newar du Népal qui avait érigé ce stupa. Et donc c'était avec les prêtres Buddhacharya, et donc ils ont tout fait une fouille, et j'en saurai un peu plus, et vous aussi dans quelques mois quand l'UNESCO aura publié. Où au Népal exactement? Là, à Soyambu. D'accord. C'est la photo, en fait, vous voyez, oui. Il y a le grand stupa et il était juste là. Et en fait, on voyait qu'il y avait des tatas qui le protégeaient, en fait. Et il a été détruit lors du tremblement de terre. C'est un des rares monuments qui a pris, en fait, puisque les monuments, il y a eu quelques abonnés également. Et donc, ces tatas qui ont été trouvées, il y a eu une centaine de différentes. C'est celles-ci qui ont mis du riz, et les singes mangeaient les tatas lors de la destruction, parce qu'ils n'avaient plus forcément les touristes pour les nourrir. Du coup, vu qu'elles avaient du riz dedans, elles mangeaient les tatas. Du coup, pour les archéologues, ils étaient en train d'essayer de les faire un peu fuir. Et donc ces tatas, elles sont posées dans un sens très particulier. C'est vraiment des mandalas et des étages particuliers, donc dans les stupas. C'est très codifié. Mais aujourd'hui, même les moines qui aidaient aux fouilles avaient perdu cette connaissance. Il y a plus grand monde qui a cette connaissance. Et c'est dommage parce que c'est vraiment perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle et que j'essaye de la faire connaître. Alors, je vais vous parler un peu de légende et d'origine, parce que donc là je vous ai parlé de l'utilisation, de la fabrication, et les origines elles sont difficiles à décrire parce que c'est une tradition orale et qu'elles sont vouées à destruction ou à être cachées. Donc du coup c'est une transmission de maître à disciple orale, donc ça a pu se perdre au fil du temps. Mais la première origine que l'on m'a transmise, c'est chamanique. On faisait appel au chaman qui devait purifier un endroit, donc avec son tsatsa, il faisait un rituel, il conjurait la mauvaise énergie dans son moule avec l'argile, et après il purifiait, il la mettait aux eaux, il la mettait au l'air, il la broyait pour dégager cette énergie négative, il la transformait. Et après il faisait une tsatsa positive pour l'offrir à la maison et en protection. Donc c'était tous ces rituels qui étaient ambulants. On pouvait faire appel aux chamans. Ces chamans, on en avait peur et en même temps on les aimait beaucoup parce qu'ils pouvaient nous enlever ces mots qui peuvent être aussi des mots physiques de santé. Et la relation maître à disciple, elle était très particulière parce que le disciple n'avait pas une transmission, on va dire, écrite comme chez nous. Il devait juste observer son maître pendant des années avant de toucher les moules et avant de pouvoir essayer par lui-même. Et une fois qu'il avait atteint un stade d'éveil et un stade, il pouvait toucher les moules et pouvait mettre l'argile dedans et faire des rituels. Et après, le maître pouvait mettre son seau et toucher au seau du maître. Mais ça prend des années d'enseignement. Et donc une tradition quand même bonpo chamanique, c'est quand même les bonnes, et qui s'est mixée après au bouddhisme tibétain et qui s'est dirigée vers les monastères. Aujourd'hui, c'est plus les monastères qui pratiquent cela parce que l'argile est chère dans ces pays. Chez nous, l'argile, on peut la trouver partout. Hein. Moi, je la trouve à Reims. Mais là-bas, la terre n'est pas gratuite. La terre appartient à quelqu'un. Donc, il faut l'acheter.
Donc il faut les moules, il faut que le sculpteur fasse le moule, ensuite il faut acheter la terre, et après il faut faire les rituels. Donc c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent et d'investissement. C'est pourquoi aujourd'hui les jeunes ils s'en détachent, et il n'y a que les monastères qui ont repris ça. Et aujourd'hui, donc on est très peu à faire traditionnellement parce que c'est énormément de temps, et il faut avoir la passion en fait. Il faut avoir la passion et l'énergie. Voilà à peu près un bon tour d'horizon, et si vous avez des questions, je vous invite à commencer. Oui, vous avez parlé de ce chaman qui prenait l'énergie négative. Oui. Et comment il la prend? C'est-à-dire qu'il crée le moule à ce moment-là par rapport à... Non, le moule est là. Il a déjà... Après, selon les divinités de moule qu'il a et ses spécificités, on doit appeler un chaman différent, mais des fois il peut avoir plusieurs moules. Et lui, il adapte son rituel par rapport au moule. Il a ses livres à prière avec ses rituels, et il a son moule. Mais c'est pas lui-même qui crée les moules, et comment ils ont été créés ces moules? Ah, alors à l'origine, il y a des fabricants de moules. C'est deux écoles différentes. Il y a ceux qui s'en servent et ceux qui font les moules. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Après, peut-être, à l'époque, peut-être qu'ils le faisaient. Et je pense que c'était pas forcément les mêmes divinités. Parce qu'il y avait les divinités chamaniques qui étaient un peu plus différentes, avec des têtes. On a d'autres sortes de moules qui sont en bois. Et il y en a qui sont en terre cuite. Donc ils faisaient dans la terre cuite leur moule qu'ils faisaient chauffer. Et après ils faisaient leur petit moulage dans les terres cuites. Oui, c'est vrai qu'il y a différents, j'ai oublié d'en parler, mais il y a différents moules. Est-ce que les moules, les vôtres sont... Enfin, est-ce qu'il y a encore fabrication actuellement? Oui. Ah oui, d'accord. Il y a une fabrication. Oui, il y a des commandes en fait. C'est comme les statues, il doit y avoir des fondeurs, et les monastères leur commandent des moules. Après, en ce moment, il y a beaucoup de répliques de chinois. Ça vaut pas grand-chose, c'est tout au laser. Et c'est pas la vraie manufacture à la main. De toute façon, on les reconnaît de suite. Mais enfin, il faut avoir un petit peu l'œil. Mais... c'est comme les vols chantants. Voilà, c'est comme tout. On voit l'alliage. Voilà. C'est ça. Donc à Patane, il y a tous les. Au Népal, à Patane, il y a tous ceux qui font les statues, les fondeurs. Et je vais essayer de voir si je peux trouver des fondeurs de Tata. Je vais essayer avec ma petite recherche personnelle. Parce que vous-même, vous vivez... Moi, je vis plutôt à Vence. D'accord, mais vous êtes... Et je voyage beaucoup. Voilà, vous avez... Mais Népal, pas au Tibet. Ouais. Parce que ma lignée est au Népal. C'est pour ça. Moi, j'ai une petite question. Quand vous dites lignée, est-ce que ça a été une initiative personnelle ou est-ce que ça vous a été transmis par votre famille? Alors, une lignée, comment j'en suis venue là? Alors, les maîtres il faut avoir vraiment un peu de la chance puisqu'ils ne se montrent pas. Et en fait, j'étais toujours attirée par l'Asie, par le bouddhisme, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attirait. Et le kung fu, bizarrement. Et j'ai trouvé un maître de kung fu qui était bouddhiste et son maître était Gonpo. Et donc du coup j'ai mixé les arts martiaux, enfin lui il mixait les arts martiaux au bouddhisme et moi j'ai pris le côté bouddhisme en fait. Et donc j'ai pratiqué plus de 15 ans à ses côtés et aujourd'hui je suis là. Et les lignées en fait, c'est quand on découvre son maître et on prend la lignée de son maître. Donc il y a des multitudes de lignées, il y a des grandes écoles. Mais après, des lignées, il y en a plein. Ça peut être des lignées familiales. Donc chaque famille a une petite lignée. Donc nous, on est de Namo Buddha.